On emploie le terme gaspiller parce qu'on vit dans un monde qui est placé sous le signe de la productivité. La rêverie, la lecture, la possibilité. Je commence de un ne live. rien faire, Tu veux dire quelque chose à ceux qui écoutent? Elle Elle veut rien vous dire, je suis vraiment désolé. L'harmonie de l'esprit et du corps. L'harmonie de l'esprit Un live, regarde, il y a 61 personnes là, qui sont en train d'écouter la petite introduction musicale de Radio Château, qui s'appelle Le temps et choses précieuses de Vapa. Et après, on va répondre à leurs questions et discuter de choses et d'autres. T'es sûr que tu vas rien leur dire, genre même pas un bonjour? Non. Jamais de la vie. Bon, salut à tous, bienvenue sur Radio Château, il est 11h32. Je vous ai mis en petite intro Le temps et choses précieuses de Vapa. J'espère que ça vous a plu. Alors, par quoi on commence, dis donc? On a plein de choses à dire. Alors la première chose, c'est je voulais commencer par vous parler d'un fonds en particulier avec qui on bosse beaucoup, avec qui on vient de closer 2 levées de fonds et qui tient ses engagements, qui a pas mal d'argent et qui a toujours été plutôt actif et supportif des boîtes qu'on finance, qui s'appelle ID Invest. Et je vous dis ça parce que j'étais au téléphone ce matin avec Benoît Grossman, managing partner de ID Invest, et le pauvre était un peu dépité à la vue d'un article dans Capital Finance, Les Échos, où on parlait d'ID Invest qui n'avait pas voulu répondre aux questions du journaliste. Alors à mon avis, il n'avait pas voulu répondre tout simplement parce qu'il était occupé avec ses boîtes. Mais disons-le, c'est important, ID Invest fait partie de ces investisseurs qui ont toujours été et sont très supportifs de leur boîte de portefeuille, et surtout en ce moment, et je peux vous le dire parce qu'on a ensemble des boîtes comme Yubo, Payfit, Cactus, Alma et d'autres en portefeuille ensemble, et donc voilà, c'est important de le dire. On est en live aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, last minute, sur les coups de 19h, on s'est entretenu avec Carlos Diaz. Alors Carlos Diaz, c'est qui? C'est le fondateur de The Refiners. The Refiners, c'est un accélérateur basé à San Francisco. Et ce que fait The Refiners, c'est assez simple, sur la base du postulat que les talents sont partout, qu'ils n'ont pas à rougir face aux gens de la Silicon Valley, d'autant plus que la Silicon Valley a été construite majoritairement avec des gens venus d'ailleurs. En fait, c'est un environnement très cosmopolite, et que les investisseurs de la vallée sont chauds pour financer des entrepreneurs venus, qui viennent de partout et qui ont notamment une partie de leurs équipes à l'étranger. Ce que fait The Refiners, c'est qu'ils vous emmènent dans la Silicon Valley, ils identifient les 2, 3, 4 questions stratégiques qui sont importantes pour vous, en partant évidemment du postulat que vous avez une ambition globale avec votre produit et non pas locale. Ensuite, ils vous présentent les quelques personnes qui vont bien dans la Silicon Valley, et à partir de là, ils vous accélèrent en vous aidant à y voir clair. Et ça peut prendre 2, 3, 6 mois. Ça dépend. Et ils ont quelques beaux succès. On a financé ensemble des boîtes comme InMemory, comme Gabzy. Plus récemment, ils ont une belle boîte qui a fait une belle levée de fonds qui s'appelle Heroes. Et ils en ont d'autres comme ça. Et ils font ça plutôt bien. Et Carlos est en plus un mec très très drôle. Alors, il nous a pas fait beaucoup de blagues hier parce que il n'y a pas à dire en ce moment, l'ambiance n'est pas à la blague. Mais c'était hyper intéressant. Ça a été publié sur le podcast. Je vous invite à écouter ça. Carlos Diaz de The Refiners, on te salue. Alors, qui on a dans ce groupe chat? On a Olala. Alors ça, Olala, c'est un bon nom c'est un bon pseudo, ça. J'aimerais bien avoir Olala comme pseudo. Olala, Jonath, Yivu, Tanguy, Tomowa, Nico, Toam, Clémentine, toujours là. Qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui, Clémentine? Naos, Bastien, Steve, Rox, Slim, Mehdi, toujours là, Cyril, Kev, Ray, salut Ray, ça va? Christo, Bastien, Ruben, Laurent, je sais pas comment tu veux que je le dise, Vladimir, Aurel, Arène, Max. Non mais ça c'est pas sympa ça, NMRTN, comment je le dis ça moi, NMRTN? Je peux pas le dire NMRTN. JS, Saki, Matt, Coco, Han, Nab, Edouard et d'autres.
Alors, je réponds à vos premières questions parce qu'elles sont là. Et comme ça, on donne la primeur aux premiers entrants. Quelqu'un me demande si un réseau social B2B pour une profession bien déterminée, c'est une bonne, une mauvaise idée. On va en parler des applications consumer. Si vous allez sur mon Twitter ou sur LinkedIn, vous allez voir un petit, en fait, qui est une copie d'écran de mon téléphone avec toutes les applications consumer qu'on a financées ces dernières années. Il y en a pas mal. Elles sont classées par différentes catégories. Et c'est difficile en consumer de savoir ce qui va fonctionner parce que, en fait, d'abord, des applications, on a tous les jours qui émergent sur l'App Store. Ensuite, les usages initiaux sur chacune des applications sont pas forcément des usages dont on estime qu'ils vont être exponentiels, extraordinaires. Et en fait, c'est après les équipes qui font la différence. Et je vais vous donner deux exemples précis. Le premier, c'est Snap. Snap, ce qu'ils avaient fait à l'origine, c'est vous envoyer des photos à vos proches, des photos notamment intimes, qui s'effacent au bout de quelques secondes. Et si la personne en face prend un screenshot, vous êtes prévenu. Et donc, cette feature qui apparemment est quand même très très simple, finalement a donné Snap. Et Snap est ce qu'on connaît aujourd'hui, un succès mondial avec des dizaines de millions d'utilisateurs en France et des centaines de millions partout dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre Snap V1, qui est une feature un peu banale, et Snap aujourd'hui? C'est la vision stratégique et l'exécution de son fondateur, Evan Spiegel. Et bien sur Zenly, c'est un peu la même chose. Vous prenez Zenly V1, c'était en février 2015, la première fois que j'ai utilisé l'application. Antoine avait sorti, en fait c'était juste une map avec un point bleu. Mais ce que ça faisait de bien, c'était que c'était précis, c'était en temps réel et ça tuait pas la batterie. Et juste ça, c'était une fonctionnalité très 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 bien exécutée. Et ensuite, c'est toute la vision autour de ça qui a permis à Zenly d'exister. Mais à l'origine, ça reste une fonctionnalité assez simple, quoi. Et donc ces applications, quand elles débutent souvent sur des prémices un peu basiques, voire banales. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Eh bien, c'est la vision stratégique et l'exécution sur le long terme. Alors, pendant que je vous parle, comme j'ai du mal à faire deux choses en même temps, je vais partager avec tout le monde le fait qu'on est en live maintenant sur le réseau préféré des gens qui est LinkedIn. C'est plein de bruit, mais c'est pas grave. Hop là. Et voilà. Et donc, si on parle d'un réseau social B2B sur une profession bien déterminée, écoute, ça dépend de la taille de ta profession, parce que si ça se trouve, ta profession, c'est peut-être là-dessus qu'il faut démarrer pour après étendre à d'autres professions ou alors rentrer dans la verticale un peu plus profondément dans cette profession. C'est toujours bien de commencer sur un use case concentré, sur une géographie concentrée ou sur une fonctionnalité concentrée. De toute manière, un réseau social ne naît pas premier jour avec une tonne de features et une tonne de choses. Instagram faisait des filtres, Snap faisait des photos temporaires, Zenly faisait de la simple géolocalisation, Twitter c'était vraiment basique de chez basique, et Facebook, je vous rappelle que c'était le trombinoscope de votre université, donc rien de très brillant, quoi. Et voilà ce que ces boîtes deviennent aujourd'hui. Alors nous, on en a financé plein. Pour vous raconter un petit peu comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on regarde le prisme de ces applications consumer, ce qu'on appelle. Évidemment, on regarde avant tout, c'est bête, hein, mais c'est toujours la même chose. C'est, est-ce qu'on pense qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'on pense que l'entrepreneur en face de nous a les moyens d'aller chercher cette opportunité? Et dans le consumer, c'est souvent l'expérience qui nous permet de déterminer si les entrepreneurs qu'on a en face de nous ont cette capacité ou pas. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, on a une boîte qui s'appelle Yubo dans notre portefeuille. Yubo, je crois que j'ai dit non à Sacha au moins 3 ou 4 fois avant de le dire oui. Et la réalité, c'était que à mesure qu'il venait nous voir et qu'il nous parlait de ses expérimentations, de ce qu'il faisait, de ce qu'il apprenait, etc., on s'est rendu compte qu'il avait les capacités d'avoir une vision singulière et juste sur son marché et donc de fonctionner. Alors Yubo, c'est quoi? C'est du live à plusieurs, mais notamment sur des catégories assez particulières, concentrées, de gens qui ont du mal à se retrouver dans la vraie vie notamment. Je pense à toute la communauté LGBT et typiquement Yubo est très très fort sur ce type de communauté, et donc vertical par vertical, beaucoup de communautés se retrouvent sur Yubo.
YOLO, tenons, parlons de YOLO. YOLO, par exemple, groupe chat assez hyper bien foutu parce que très nouveau dans la manière dont ça fonctionne. Vous n'avez pas vos noms réels, vous avez vos avatars Bitmoji de Snap et vous vous retrouvez dans des groupes qui sont semi-anonymes sur lesquels les gens échangent autour de sujets. Et bah, YOLO, c'est une partie de l'ancienne équipe de Mindy qui avait été complètement détrônée par Musical.ly, qui ensuite avait fait une app qu'on avait financée qui s'appelait Fudo autour du delivery, plutôt du take-out dans les restaurants, et qui ensuite a fait une app de commentaires sur YouTube dont vous avez probablement peu entendu parler, ça n'a pas très bien marché, qui s'appelait Pops, Pop d'ailleurs, et je sais même plus s'il y avait d'autres choses à côté. Enfin ouais, c'était autour de Pop le nom, et qui après c'est devenu YOLO. Et donc tout ça, ça a mis du temps. Et ces entrepreneurs, on les finance parce qu'ils ont vraiment ce talent d'apprendre et de bouger et de changer leur fusil d'épaule quand ils se rendent compte que ça fonctionne pas. Et ils comprennent pourquoi ça fonctionne pas. Et ils aiguisent leur vision à mesure que le temps passe. Et d'ailleurs, les autres cofondateurs de Mindy, notre ami Stan, qui a lancé Gust qui est devenu Powder, qui est un réseau social autour du gaming. Et donc, plus particulièrement, vous jouez, ça enregistre, par exemple sur Fortnite, ça va automatiquement détecter vos kills, etc. et créer des shorts vidéos sur lesquels les gens vont pouvoir commenter, sur lesquels vous allez pouvoir ajouter des effets, etc. Si Twitch avait une version moderne, aujourd'hui, ce serait Powder, et c'est assez dingue. Et donc, ces boîtes consumer, on en a financé pas mal. On a financé des boîtes sociales pures à la Yubo, YOLO, Zenly, mais aussi Yodel en Allemagne, Kicker, Cappuccino, que vous allez bientôt voir apparaître, qui est du réseau social sur un groupe d'individus limité. Vous êtes entre amis, 5-10 personnes, vous enregistrez un message tous les jours de quelques minutes, et donc tous ces messages se compilent en un, et vous avez votre cappuccino prêt à déguster tous les jours, qui provient de vos amis. On a Muse aux États-Unis, basé à New York, qui est un réseau social créatif qui est aujourd'hui disponible que sur TestFlight, mais qui va pas tarder à être dispo sur les stores. Et puis évidemment Storm qui débute, vous le voyez, et qui va ajouter de plus en plus de fonctionnalités, mais qui est vraiment aussi une nouvelle forme d'application sociale autour de l'audio. L'audio, j'avoue, on est assez chaud, entre Storm et Cappuccino récemment. On a vu pas mal de choses. Et puis après, on a plein d'applications consumer différentes. On a celles qui sont sur des assets existants. Donc je donne Glose pour la lecture, Magellan sur les podcasts. On a une app de social gaming, une boîte qui s'appelle Voxel, qui a lancé Partycubes, qui est aujourd'hui une espèce de version très 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 light d'un Minecraft-like, mais qui va merger avec un Roblox pour vous permettre de créer des jeux sociaux sur cet univers à la Minecraft hyper sympathique. Et je vous rappelle qu'une boîte comme Roblox, ça a plus de 100 millions de daily active users. C'est un carnage cette boîte. Et puis on a les applications créatives. Alors Photoroom et Mojo, c'est amusant parce que c'est deux équipes de feu replay, Stupéflix, de notre ami Nicolas Stigman. Et donc il y a 3 équipes qui ont émergé de ça. Une qui fait Mojo, qui vous permet de créer des stories. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait le petit logo rapidos de Radio Château sur le podcast. On a Photoroom qui vous permet de détourer vos produits pour les vendre sur Vinted, sur les réseaux sociaux en un clic avec des effets incroyables, et ça maximise vos taux de conversion. Et puis on a une app sortie de YC qui s'appelle Snackzis, et qui va en fait... il y a Figma qui existe sur la partie design, et sur le motion design, à part Illustrator, il n'y a pas grand chose. Et c'est cette équipe-là qui a envie de faire ça. Donc, une application prosumer ou professionnelle, semi-professionnelle, pour dans le browser faire tout ce qui est motion design. Et donc, vraiment, 3 équipes extraordinaires qui, dans l'univers des applications créatives, font des choses dingues. Et alors, ça, c'est vraiment amusant parce que quand on voit ce qu'ont fait les anciens je vais y arriver, d'une app de search qui date d'il y a très 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 longtemps, qui avait été rachetée par Dassault, dont j'ai oublié le nom. Zut, c'est ces gens-là qui ont notamment lancé des boîtes comme DataIQ, comme Algolia, et vous voyez une boîte comme Stupéflix en émerge, Mojo, Photoroom, Snackzis.
Et donc c'est incroyable de voir à quel point il y a des mafias qui se créent autour de ces boîtes après une fois qu'elles ont cessé d'exister, mais parce que vraiment il y avait une culture à l'intérieur de ces boîtes assez formidable et des talents extraordinaires. Et ça, on en parle souvent de la PayPal Mafia ou maintenant de la Uber Mafia ou de ces gens-là. Et ben c'est vrai qu'en France, que ce soit les anciens de cette boîte dont je me souviens plus le nom, qui font du Data IQ ou du Algolia, ou les anciens de Stupéflix qui font du Mojo, Photoroom ou Snacksis, et c'est incroyable de voir ça. Et on est hyper chaud. Après, on a les apps de self-management, ce que j'appelle, type jour pour la méditation, Timeless pour le calendrier, Foodvisor pour le tracking de ce que vous mangez, ou Jumbo pour la sécurité. Et eux font des applications qui n'ont pas un lien avec des gens, donc c'est pas social. C'est pas créatif, mais c'est des utilitaires qui sont extrêmement performants. Alors après, ça se discute. Un jour aujourd'hui est une application de journaling. Demain, ils vont naturellement rajouter des fonctionnalités sociales. Timeless, une application de calendrier, mais naturellement, ils vont rajouter aussi du social et des applications autour de ça. Mais donc, c'est vraiment des apps super performants. Ou Emma, nos Italiens basés à Londres, sur la gestion de vos finances. Et puis après, celles qui sont plus transactionnelles, type Pops, qui vous permet d'imprimer vos live photos et vos vidéos. Et c'est assez dingue l'effet que ça donne. Pops.co, Dice.fm, extraordinaire boîte qui vous permet de trouver les événements où sortir et vous offre la meilleure expérience de ticket booking pour vos concerts. Alors les concerts aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais je peux vous dire que le post-traumatic effect de ce confinement va faire qu'on va sortir comme des barjots une fois que ce sera fini. Et on pense que Dice sera en très 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 bonne ligne pour ça. Et puis Choose, qui est une application de vente privée, nouvelle génération, qui met en avant des nouvelles marques émergentes de très bonne qualité. Et voilà. Donc on a ces trois-là. Donc on a plusieurs applications dans différents prismes. Et quand on regarde une application, c'est toujours de la même manière. D'abord, le besoin fondamental auquel ça répond, ce qu'on appelle la narrative. Donc, on a toujours un lien psychologique lié à un usage. Il faut que ce lien psychologique il soit durable et authentique, parce que sinon, un peu à la chatroulette, vous allez vous retrouver à faire, à tester une application qui est un peu fun quelques jours, et puis à un moment donné, c'est fini. Et vous regardez House Party. House Party, c'est intéressant. Aujourd'hui, en confinement, House Party, c'est un carnage. Ça cartonne, tout le monde en parle. Même vos parents téléchargent House Party. C'est pour dire à quel point c'est dingue. Mais House Party, c'est une vieille boîte. Ça date de 2011. À l'origine, c'était pour les jeunes qui se faisaient chier de 19 à 21 ans en faisant leurs devoirs, quoi. Ça cramait un pognon pas possible juste pour que les gens se retrouvent en live dans des rooms ouvertes quand ils se faisaient chier. Et aujourd'hui, House Party, ça existe parce qu'il y a le confinement, mais sans le confinement, est-ce que House Party existe au-delà d'un usage de tooling à la Zoom ou à la Google Hangout? House Party n'a pas de raison d'exister. Quand tu te fais chier, House Party doit être la dernière chose que tu fais, pas la première chose. La première chose, c'est tu vas bouquiner, lire un bouquin, jouer, faire autre chose. Mais socialement, juste se retrouver dans des rooms, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc, quelle est la position d'House Party aujourd'hui dans le confinement? Bon, elle est évidente. Mais demain, post-confinement, il faut qu'House Party trouve un renouveau ailleurs, peut-être en s'intégrant à d'autres applications et en permettant d'être au sein d'autres applications sociales, l'outil de communication à plusieurs, ouvert, dont on a tous besoin. Donc la narrative est importante parce que c'est ça qui fait que les boîtes existent durablement. Et ensuite, on regarde la fonctionnalité cœur que développent les entrepreneurs autour de ça. Sur Snap, ça va être la photo. Sur Zenly, ça va être sur la géolocalisation. Sur Instagram, ça va être le filtre, etc. etc. Voilà, donc je voulais vous faire un petit point sur nos boîtes consumer parce qu'hier, on a Josh Constantine qui est un journaliste de TechCrunch qui demandait quels étaient les investisseurs des applications mobile consumer dont on fait partie chez Kima Ventures. Et donc en voyant ce tweet, je me suis dit tiens, on va faire un petit post, on va regarder les applications consumer qu'on a. Et donc je vous ai fait la liste, elle est sur Twitter. Ouh là là, une barre en 4G, ça m'a pas l'air incroyable ça. Question, est-ce que vous m'entendez bien?
Et pendant... oui, alors Ophélie, c'est vrai, j'ai failli ripper sur le House Party qui a failli se transformer en House Partous. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, mais c'est très drôle quand même. Alors, les questions que vous posez, FDK Law nous demande: merci pour ce live. Business plan, à quel moment je suis en phase de lancement et mes potes financiers souhaitent que je le fasse now? Écoute, les traumas de tes potes financiers, qui aiment les business plans, good for them. En fait, ce qui est important, c'est pas les business plans qui sont importants, c'est ce qu'on appelle les équilibres financiers. Les équilibres financiers, c'est est-ce que tu gagnes de l'argent quand tu vends un produit? Quelle est la masse critique qu'il faut que tu atteignes pour pouvoir commencer à absorber une partie de tes coûts fixes? Et est-ce que ton business model il tient la route, quoi? C'est ça qui est important. Un business plan en tant que tel, mettre des chiffres dans un Excel, tout le monde peut, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que toi, tu comprends tes chiffres. Et donc, on ne te demande pas un business plan, on te demande une compréhension aiguë de la manière dont ton business fonctionne et dont les chiffres se coordonnent ensemble. Donc, par exemple, si tu fais du e-commerce, ce qui est important, c'est tu vends un produit, quelle est ta marge brute? Si ta marge brute est 45 ou 50%, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que en fait, ces 5% de différence, ils ont un impact direct sur ce qu'on appelle la bottom line, sur le bas. Et ensuite, en dessous de ta marge brute, tu as tous les coûts variables qui sont liés au shipping, qui sont liés au conditionnement des produits, qui sont liés au retour, qui sont liés à tout ça. Et puis, une fois que tu as ta marge au coût variable, tu as tout... ce qu'on appelle toute la partie marketing, qui est importante, qui est aussi une partie un peu variable. Et le piège de l'e-commerce, et le plus difficile dans l'e-commerce, c'est qu'on passe sa vie à racheter ses clients parce qu'on est en compétition avec d'autres. Et racheter ses clients, ça coûte super cher, quoi. Et donc, il faut faire très, très attention à ça. Et puis ensuite, on arrive sur la marge contributive nette qui nous permet d'absorber tous les coûts fixes. Et typiquement, ça en e-commerce, ça existe en mobile consumer, ça existe en SaaS B2B, ça existe en marketplace, ça existe sur tous les secteurs. Et il faut que vous appreniez à bien connaître vos chiffres parce qu'il est important de les maîtriser. C'est plutôt ça qu'on demande de vous, plus qu'un business plan. Le business plan, c'est plutôt un budget. Le budget, c'est combien vous allez cramer, combien de temps l'argent que vous allez lever va tenir, sur la base de quels critères. Et donc, c'est plutôt votre capacité à tenir un budget plutôt qu'à faire un business plan sur un Excel de 5 ans dont tout le monde se fout et qui en plus sera probablement faux dans quelques mois, voire quelques années. Cédric nous demande, alors il nous a posé la question sur le réseau social B2B pour une profession bien déterminée. Je t'ai répondu, c'est un bon début et après à voir comment tu arrives à étendre ça. Quelqu'un d'anonyme nous demande si je peux partager un ou deux pitch decks de start-up de Kima anonymisés. Alors il faudrait, d'abord aller voir parce qu'il y a des pages avec des pitch decks qui existent avec plein de boîtes de la Silicon Valley qui ont partagé ça. Mathilde Collin chez Front, elle a partagé les templates de ces pitch decks aussi. Ce dont vous allez vraiment vous rendre compte quand vous allez regarder les pitch decks de toutes les boîtes, c'est qu'ils varient tous énormément. C'est très très variable en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, de l'étape dans laquelle vous êtes, de votre environnement compétitif. Il y a énormément d'éléments qui changent, qui font que vous devez adapter votre pitch deck pour qu'il soit extrêmement convaincant. Et un pitch deck n'a de valeur que si l'équipe derrière qui le pitch a de la valeur aussi. Et donc ça, c'est important aussi de le noter. Faites bien attention à ça. Clémentine balance les startups qui closent avec Kidinvest. Écoute, Clémentine, je ne peux pas balancer les startups qui closent avec Kidinvest des tours de financement. C'est pas sympa ni pour les startups ni pour Idinvest qui ont envie d'attendre avant de communiquer sur ces boîtes. Et donc, je vais me faire engueuler, moi. Et j'ai pas envie de me faire engueuler. Mehdi nous demande, penses-tu qu'il est possible de lever aux US, voire ici avec juste une idée, pas de traction pour justement créer une team après la levée? Alors Mehdi, les boîtes qui lèvent de l'argent avant d'avoir créé le produit, avant d'avoir tout fait, c'est les boîtes, c'est les entrepreneurs qui ont déjà un track record existant dans le passé, surtout en période de crise. Et donc lever sur une idée alors qu'on n'a pas de track record existant, c'est littéralement impossible.
Alors tu vas me dire, ah bah, mais comment je fais pour trouver une team? Eh ben, c'est à toi de les convaincre, c'est à toi d'apprendre à coder, c'est à toi de faire les premières étapes de ta boîte de manière un peu scrappy, un peu à l'arrache. Mais il faut que tu arrives à démontrer une capacité passée pour qu'on te finance en pensant que tu as les capacités de créer le futur. Et ça, c'est essentiel. Euh, Clémentine, on veut du Radio Potin, pas du Radio Château. Écoute Clémentine, Radio Potin, je pourrais pas parce que si je commence à raconter des potins, les gens vont arrêter de me raconter les choses. S'ils arrêtent de me raconter les choses, j'ai plus d'Intel sur le marché. Si j'ai plus d'Intel sur le marché, je deviens complètement naze sur mon job. Et donc, il faut que je garde la confiance des gens et qu'ils continuent à me raconter des trucs. Donc, Radio Potin, ce sera pas pour aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour demain. Et voilà pour une petite rime. Vladimir nous demande si créer un business en B2B2C, c'est une fausse bonne idée à cause de la double charge de travail. Eh ben regarde Deliveroo. Deliveroo, c'est du B2B2C. Hein. D'un côté, tu as la supply qui ont les restaurateurs et de l'autre côté, tu as les consommateurs qui achètent la bouffe. Donc, ça existe, c'est réel et ça a de la valeur. Ce qui est difficile, c'est de créer des business B2B2C avec lesquels il y a une vraie complexité à la fois d'aller chercher la supply et à la fois d'aller chercher la demand. S'il faut faire double effort et double gros effort pour aller chercher d'un côté et de l'autre d'une marketplace, c'est vraiment complexe. Donc il faut que vous trouviez un marché dans lequel une partie s'acquiert facilement et l'autre partie, il faut qu'une des parties s'acquiert facilement. Sinon c'est hyper compliqué. Et en même temps, là où il y a de la complexité, il y a des barrières à l'entrée et donc il faut créer ça, quoi. Oh là là, qui me demande qu'as-tu pensé du deal oh là là. Je ne sais pas de quoi tu parles, oh là là. Matt NSR, on va faire un tuto lecture des pseudos de LR. Courage. Merci les amis. Nico, hello depuis chez Zenly. Ah Nico, ça fait longtemps mon vieux, comment ça va? Ça fait plaisir de voir tous ces millions et millions et millions et millions et millions de daily active users sur Zenly. J'avoue qu'on a un peu le seum chez Kimaï avec Xavier de vous avoir vendu à Snap. Et en même temps, vu comment on vous respecte Snap et vu ce que vous êtes en train de faire, eh ben, on est quand même très heureux pour vous. Vous êtes des killers magnifiques. Et les deux dernières recrues, alors il y en a une, je ne peux pas dire son nom, mais elle est dingue. Et notre ami Dany, bravo, hein, extraordinaire aussi. Vous êtes trop 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 fort. À quand la mafia Zenly qui va lancer des boîtes consumer? Est-ce que vous pouvez demander à Antoine d'arrêter de vous loquer, D'ailleurs, il ne le fait pas avec des méthodes bizarres. Il le fait juste parce que vous êtes heureux là-bas. Mais Antoine, est-ce que tu peux demander à tes équipes de prendre une partie de leur indépendance et de lancer des apps consumer? On sera ravis de les financer avec Kima et avec toi par ailleurs. Non, je déconne, lâche rien, lâchez rien. Alors j'ai mon fils qui se moque de moi à côté de moi. Tu veux dire un truc lui ou pas? Non, tu veux rien dire? Alors, il y a... Ah d'accord, 133 personnes, c'est ça que tu as envie de dire? Ah bah bravo. Bon bah voilà, vous avez entendu, cacaboudin, c'est ça qu'on dit quand on a 9 ans et demi. Tout va bien. Quelqu'un me demande pourquoi toujours pas de Robinhood-like en Europe, notamment en France. Écoute, si tu veux trader des actions et des choses comme ça, tu as plein d'applications à la Saxo Bank & Co. Je t'avoue que je ne sais pas pourquoi. Nous, on n'est pas trop fan de ces applications de stock market betting, donc on n'en finance pas chez Kima. Mais je te rejoins sur le fait que c'est bizarre qu'on n'en trouve pas. Clémentine, ce midi, mon plat préféré, je fais roulade de jambon à la mayo bio. Mon Dieu, Clémentine, c'est affreux ce que tu viens de me décrire. Mais comment tu peux bouffer ça, quoi? Roulade de jambon à la mayo. Mais pourquoi pas, je sais pas moi, roulade de chou-fleur au ketchup. Mais c'est affreux ton truc. Ça se mange, ça, vraiment? Cyril D, que recommandes-tu pour un lancement Consumer Application durant le Covid-19? Écoute, tout ce qui évite de lancer des apps qui requièrent aux gens d'être dehors pour que ça marche, évidemment. Clémentine connaît mon obsession pour les groupes chat. Nous, je t'avoue qu'on découvre beaucoup d'applications auxquelles on n'aurait jamais pensé et c'est ça qui nous fait vibrer dans notre métier, c'est de découvrir des choses
qui nous semble à la fois brillante et évidente et auquel on n'avait jamais pensé avant. Et là, quand on voit ce qui se passe avec des apps justement comme Cappuccino ou comme Storm, eh ben, je t'invite à nous craquer un truc unique et puis à venir nous pitcher chez Kima. On sera tellement chaud d'entendre ça. Il n'y a pas à dire, les Français quand même sur la partie consumer app, on est assez balèze. Salut Mathieu, salut Alexis, salut Timothy, salut Bastien qui nous raconte Baby VC. Une initiative intéressante pour l'écosystème en faisant appel à des bénévoles, tu dois déjà le savoir, mais bon, relayons l'info. Alors Baby VC c'est quoi ? Alors je devais participer, malheureusement les sessions ont été annulées pour le moment parce que c'était en live, mais l'objectif c'est d'aider je vais y arriver, les investisseurs en herbe, ceux qui veulent rentrer dans le monde du VC, à se former. Et je vous avoue que c'est bien utile de faire ça. Je cherche aussi, pendant que je vous parle, on a un ancien collègue qui était chez Point9 et qui a créé récemment un outil pour aider les gens qui veulent rentrer dans le VC à se former. Alors, je ne le retrouve pas, il faut absolument que je vous retrouve ça, mais c'est très utile. Ce que vous allez, c'est que vous regardez chez les anciennes équipes de Point9, parce que vous devriez voir ça. Mais en gros, il y a cette nouvelle initiative qui vous permet de créer un portefeuille virtuel, je crois. Mais c'est notre ami Clément Vouillon, c'est ça. Donc notre ami Clément, il a créé memohub.io et memohub.io, c'est pour c'est un programme de training pour devenir VC. Et j'avoue que je suis très impressionné par l'outil. C'est assez ouf. Au-delà du fait que Clément est un mec top. Voilà, donc regardez ça. BabyVC plus memohub.io, c'est la guerre. Clémentine qui me rattrape le coup sur Pop, les anciens de chez Mindy qui ont créé ensuite YOLO. Leur rap précédente, c'était Pop Show, qui permettait de commenter sur les vidéos YouTube. Clémentine me demande comment ça marche Kicker. Écoute, je pourrais pas te dire, j'ai pas d'update sur les daily active users, etc. Donc il faudrait que j'attende ça et je vous dirai ça si on m'autorise à communiquer. Est-ce qu'il faut forcément sortir de HEC et habiter Paris pour être financé, ou est-ce qu'une expérience terrain est un plus, me demande Cédric. Alors Cédric, je t'avoue qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont issus de HEC, Polytechnique, ESSEC, ESCP, etc. Et donc du monde de grandes écoles, on en a plein. Maintenant, la raison pour laquelle on les a, c'est pas seulement parce qu'ils sont sortis de grandes écoles, mais c'est parce que ils ont de toute manière dans leur passé fait les efforts de bosser comme des chiens en prépa, et donc c'est des bêtes de travail, c'est des gens ambitieux par nature, et donc ça explique ça beaucoup plus que le fait qu'ils soient sortis d'école. Donc c'est pas parce que tu es sorti d'école que tu vas être financé ou que tu vas réussir, mais souvent ceux qui sont sortis d'école ont des passés ou comment dire, un historique, une roadmap personnelle passée qui font qu'ils sont probablement un peu plus programmés à devenir entrepreneurs. Nous, on adore les gens qui ont une expérience terrain. En revanche, l'expérience terrain ne suffit pas. Après, il faut savoir rentrer dans le moule pour devenir entrepreneur. Pourquoi ? Parce que rentrer dans le moule, c'est important pour convaincre les investisseurs. Donc voilà. Clémentine, chaud sur l'audio asynchrone du coup, me demande Clémentine. Oui, chaud sur l'audio asynchrone du coup, tout à fait. À développer. Viens avec une idée un tout petit peu plus formée. Je suis sûr que tu as un truc derrière la tête. Steve nous dit Photoroom, incroyable de lire les réactions sur Twitter à chaque fois. Ouais, Photoroom, c'est la guerre. Mathieu et ta team, vous êtes des bêtes. Quelle question vous me posez? Que penses-tu des boîtes dans le pet food, pet accessories, pet care? Alors, ça, c'est assez génial. Alors, pet food, donc je vous cache pas, aujourd'hui, on n'investit plus dans le pet food. Pourquoi? Parce qu'on n'investit plus que dans les boîtes tech pures, et donc si vous faites de la bouffe, on va pas financer. En revanche, on a financé une boîte aux US en 2016, je me rappellerai toujours, c'est un call qui a duré un quart d'heure, avec un garçon, Nate, qui a fait une boîte qui s'appelle Nom Nom Now. Si vous êtes aux US, si vous avez un chien, si vous avez un chat, et que vous voulez offrir une bouffe d'exception à votre petit ou à votre grand animal, allez sur Nom Nom Now, vous allez voir, ils ont une sélection incroyable.
Et donc, Nom Nom Nao, à l'époque, il faisait, je sais pas, genre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je crois. C'était tout petit, il levait un tout petit tour de financement. Et maintenant, ça fait des millions, ça carbure. Et c'est un truc de malade. De toute manière, tout ce qui est le marché autour des animaux, c'est un marché de dingue. Et donc, il faut surtout pas hésiter à y aller parce qu'il y a encore des opportunités de malade. C'est pas facile en revanche, hein, je vous le cache pas, les coûts d'acquisition, c'est quand même la guerre pour se positionner. Vous avez des gros acteurs en présence déjà, mais allez-y, c'est un très beau marché. Rémi, hello Jean, pourras-tu finalement intervenir à mon émission live de vendredi après-midi Aidons nos entrepreneurs. Eh bien, écoute Rémi, je n'ai pas encore répondu à ton email effectivement sur le sujet. Tu me parles de vendredi après-midi, j'ouvre mon calendrier en live. Écoute, j'ai des calls non-stop de 15h à 17h30, mais juste après ou un petit peu avant, ça devrait être jouable. Voilà. Donc Ophélie qui nous rattrape le coup suite à ma boulette sur House Partous et qui me demande qu'est-ce que je pense de la sextech. Question très sérieuse. Écoute, très sérieusement, j'en ai aucune idée. Nous, en fait, vu que les journalistes ont un malin plaisir à faire chier Xavier sur sur les trucs Minitel qui ont bien marché dans les années 90. Du coup, dès lors qu'on parle de sextech ou de choses similaires, nous, on évite de financer chez Kima parce que sinon, on va s'en prendre... on va se retrouver avec des articles un peu vaseux de la part des journalistes. Donc, on ne regarde pas. Et le fait qu'on ne va jamais investir là-dedans et qu'on ne regarde pas fait qu'en fait, on ne regarde pas du tout. Donc, je n'ai pas beaucoup d'avis sur le sujet. Voilà, mais j'imagine que c'est porteur, hein, vu qu'aujourd'hui la bande passante est concentrée sur Netflix et sur YouPorn, c'est qu'il y a bien un marché. Voilà. Nico, quand on a un profil product business mais pas de binôme tech onboardé sur son projet, quelle est la meilleure façon d'avancer? Alors, c'est toujours la même réponse sur cette question et je suis désolé d'être aussi direct, mais soit tu apprends à coder, soit tu trouves quelqu'un. Apprendre à coder, il y a des gens qui arrivent à faire ça très très bien. Moi, j'ai rencontré des fondateurs qui en moins de 6 mois ont appris à coder de manière extraordinaire et je suis bluffé par ce qu'ils ont réussi à faire. Et vous voyez que des bootcamps comme le Wagon arrivent à faire sortir des projets de terre de manière assez incroyable. Ça, c'est la première option. Maintenant, si tu te rends compte que t'as pas la résilience, t'as pas le talent, tu n'y arrives pas, je sais pas. Dans ce cas-là, il faut aller trouver un cofondateur tech. Et ta capacité à convaincre un cofondateur tech de grande qualité, c'est ta capacité aussi à convaincre des investisseurs. Évidemment que on va faire confiance à quelqu'un qui a été capable de convaincre un associé tech. C'est toujours très compliqué de rencontrer des entrepreneurs qui disent j'ai tout sauf le tech. Sauf le tech, en fait, donc t'as rien quoi. Il faut que tu arrives à t'associer. Débrouille-toi, fais quelque chose, va dans les meet-up, va online, commence à coder un prototype, appelle des mecs, n'importe quoi, mais juste débrouille-toi pour trouver quelqu'un. Il n'y a que ces deux options là. T'apprends à coder ou tu trouves quelqu'un et il n'y a pas d'autres options disponibles. Tu me demandes si on peut payer des freelances ou trouver coûte que coûte. Oui, est-ce qu'il faut trouver coûte que coûte un associé tech? Alors, bien sûr que tu peux faire bosser des freelances. Je vous raconte quand même l'histoire de nos amis Steve et Corentin chez Zenly. Donc, Antoine met la main sur Steve et Corentin qui sont deux freelance tech à l'époque de grands talents, mais dont la phrase préférée, c'est de dire qu'ils ne seront jamais salariés de leur vie entière et que plutôt leur rouler dessus que les salariés. Et la réalité, c'est que Antoine a réussi. Et d'ailleurs, c'est quand même ta grande qualité, Antoine, si un jour tu écoutes ce live ou la rediffusion sur le podcast. Et je reparlais de Mafia Zenly. La raison pour laquelle on n'a pas de Zenly Guys et on n'a pas de Mafia Zenly encore sur le terrain, c'est grâce à la capacité d'Antoine de garder des équipes extrêmement soudées au sein de Zenly. C'est quand même dingue, quoi. Et donc l'histoire de Corentin et de Steve, c'est qu'ils ont commencé à bosser en freelance sur Zenly et que notre ami Antoine a réussi à les convaincre de rester. D'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose pour les aider à convaincre à rester, hein. C'est juste parce que le projet était dingue, que Antoine est un mec hors pair et qu'ils avaient toutes les raisons de rester et surtout aucune raison de partir.
Et donc, du coup, Steve et Corentin sont restés. Et je crois que c'est pas les seuls freelances qui ont bossé pour Zenly et qui ont fini par rester. Et ça, si tu arrives à convaincre, enfin plutôt à convaincre, à faire bosser des freelances de très grande qualité et à les convaincre de rester après, ça, c'est une grande marque de réussite quand même. Voilà. De quoi parle-t-on? Alors, je réponds principalement aux questions qui sont en bleu. Alors, les questions en bleu, c'est quoi? C'est quand il y a un @2LR devant. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le @2LR devant. En SaaS B2B, à partir de combien de MRR on peut lever en seed pour lever 200K? Alors 200K en seed, en fait, sur un SaaS B2B, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de MRR, quelques milliers d'euros suffisent. Il faut surtout avoir un début de produit, même avec peu de fonctionnalités, qui tient vraiment la route et des premiers utilisateurs ravis de l'usage du produit. C'est ça qui est important. Et après, il faut qu'on puisse se projeter dans le futur. Et se projeter dans le futur, ça veut dire aussi se projeter sur la partie sales. Et la partie sales, elle est importante. C'est là où le bas blesse en France, c'est qu'on sait faire du produit beaucoup. On sait faire du design aussi, mais malheureusement, quand il s'agit de sales, on est un peu à la traîne. Et je peux vous dire que des boîtes type Payfit, tu vois, des boîtes comme Payfit, elles brillent par leur capacité à bâtir des équipes de sales très efficaces, comme Doctolib d'ailleurs. Et donc, ces boîtes-là font la différence. Donc, ce qui fait la différence en SaaS B2B pour nous, c'est quand on voit un founder qui, en plus de sa capacité à créer un produit exceptionnel, et même au-delà de créer un produit exceptionnel, c'est sa capacité à avoir un go-to-market efficace, puissant, très result-oriented, quoi. Donc, lâchez rien sur la partie sales, ça, c'est important. Tiens, Tom J qui me demande quand est-ce que tu crées ta startup. Alors moi, je ne crée pas ma startup. Pour être entrepreneur, il faut de l'ambition et de l'obsession. De l'ambition, j'en ai, mais mon obsession, c'est plutôt les gens. Du coup, le VC, c'était vraiment le métier idéal pour moi. Et je ne ferai jamais rien d'autre. On me demande si j'ai déjà fait une dépression, mais qu'est-ce que vous avez tous à me poser des questions existentielles comme ça? Est-ce que j'ai déjà fait une dépression? Je crois que c'était le cas en fin 2018. Ça faisait 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'étais chez Kima. J'étais à la recherche d'un nouveau souffle et donc c'était une période un peu compliquée. De là à dire que c'est une dépression, il faut peut-être pas déconner, mais c'était les prémices quand même et ça a été un peu chaud. Surtout que c'est des trucs dont tu te rends compte qu'à posteriori, quoi. Et en fait, c'est difficile parce que comment est-ce que tu te rends compte sur le moment présent que tu es en train de glisser? Honnêtement, je ne sais pas. Oh là là, nous dit site e-commerce de matériel équestre que nous t'avons envoyé. Ah ouais, bien sûr, désolé, je suis con. Évidemment, c'est ça. Je me disais bien que le nom me disait quelque chose, mais c'est parce que oh là là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le oh là là, c'est un terme qu'on utilise beaucoup avec nos amis américains. Mon père, il a un restaurant, et quand j'étais serveur chez lui, ce que j'adorais, mon petit jeu quotidien, c'était combien j'arrivais à vendre de moelleux au chocolat dans la journée. Et donc, quand j'avais des Américains, je leur disais « Oh, mais vous devez absolument essayer le moelleux oulala ». Et en fait, le oulala a une connotation chez les Américains, ils adorent. C'est un peu une marque de fabrique française ou européenne ou je ne sais quoi. C'est comme quand vous faites ou que vous soufflez. Ça, c'est vraiment un truc de français, quoi. Et donc, les Américains, vous leur vendiez le moelleux au chocolat oulala. Et alors, le oulala, ça marchait à tous les coups. D'où la connotation oh là là qui me faisait repenser à ça beaucoup. Les questions. Mehdi, que penses-tu des boîtes de delivery, genre WeShip, Trusk, etc. pendant et après la crise? Eh bien écoute, je ne sais pas. Je vais parler à Trusk demain, je crois. Donc on va avoir un petit update. Dans le delivery, tous ceux qui font du delivery de food en ce moment, c'est un carnage. Ceux qui font du delivery... Mais en fait, le delivery sur le reste aussi, ça marche bien. Il faut juste voir le niveau d'activité des e-commerçants, s'ils arrivent à vendre autre chose que de la bouffe. Parce qu'en période de crise, quand tu as des gens qui sont mis au chômage, que tu as un problème de visibilité sur ton salaire et sur la manière dont les choses vont se dérouler dans les mois suivants, je pense que la consommation est en berne. Et si la consommation est en berne, les gens, évidemment, vont consommer moins. Et donc, quel impact ça a sur les boîtes de delivery? Je vous le dirai quand j'aurai un peu de retour de la part des boîtes de notre portefeuille, et notamment Trusk.
Quelqu'un me demande quel est mon plus gros regret de VC. J'ai pas de gros regret de VC, honnêtement. J'en ai pas. Tout de même, dans la vie, il faut pas avoir de regrets. Ça sert, c'est pas que ça sert à rien, mais bon, écoute, on en parlera sur mon lit de mort. Les questions en bleu, je descends. Il y en a quelques-unes là. Est-ce plus dur de lancer une startup hardware? Oh putain, il y a un mec qui me remet du hardware, quoi. Je vous l'ai dit au premier et au deuxième live. Arrêtez le hardware, c'est dans le nom. Le hardware, c'est hard, c'est hyper dur. C'est hyper dur, pourquoi? Alors, il y a le hardware B2B, où le hardware est un enabler d'un service B2B. Mais généralement, les vrais hardware qui cartonnent, c'est parce qu'ils sont, et je suis désolé pour le franglais là, mais ils sont software enabled. Tu voyez, l'iOS, l'iPhone, il ne fonctionne, il ne marche, ce n'est qu'un produit extraordinaire que parce qu'il y a iOS. C'est pas parce que c'est l'iPhone, c'est parce qu'il y a iOS. Et c'est ça qui est important. Et donc, le hardware, c'est dur parce que tu dépenses de l'argent pour concevoir un produit. Ensuite, tu dépenses de l'argent pour produire ce produit que tu vends à des gens à qui il faut que tu trouves, qu'il faut que tu vendes avec un circuit de distribution. Ça te coûte de l'argent en commission ou en marketing. Une fois que tu as vendu ce produit, il faudrait que les gens le rachètent ou rachètent la prochaine version. Et pour qu'ils le rachètent, il faut qu'ils l'aient utilisé, que le produit soit extraordinaire. Or, par défaut, les premières versions de produits ne sont pas extraordinaires. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est dur. Regardez même les Fitbit et les GoPro, à quel point ça galère, quoi. Je ne devrais pas vous dire ça, mais ne faites pas de hardware consumer. C'est un truc de hobbyiste, le hardware consumer. La seule boîte hardware que je connais et qui ait fonctionné, et qui ait créé une commodité extraordinaire jusqu'à présent, c'est Nest. Alors, si vous refaites un Nest, très bien, quoi. Faites un truc similaire. Mais sinon, c'est compliqué, quoi. Netatmo, c'est bien débrouillé. Donc, si c'est du consumer appliance, donc genre Nest, Netatmo, je ne sais quoi, pourquoi pas? C'est peut-être là qu'il y a une opportunité. Mais autrement, c'est dur, quoi. Hyper, hyper, hyper dur. Des boîtes du portefeuille qui booment en ce moment avec la crise. La fourche, ça marche bien. Nos boîtes consumer mobiles en général marchent très bien. Heureusement, voilà. Et je profite d'ailleurs d'un petit mot sur la fourche pour faire un big up à notre ami Sixte de Vauplan chez Nestor. Parce que Nestor, c'est des putains de cafards qui sont hyper résilients, qui sont hyper talentueux et qui honnêtement sont assez incroyables dans les efforts qu'ils font au quotidien aujourd'hui pour se démener malgré la crise. Et voilà, et je trouve ça vraiment incroyable de voir ça de l'intérieur. C'est vraiment balèze, quoi. L'acquisition, gaffe, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu vois se profiler pour la suite? Donc, j'imagine que tu parles de l'acquisition sur Facebook, Google, Insta, tout ça. Est-ce que c'est trop cher? Je ne sais pas si c'est trop cher. Si tu arrives à avoir des coûts d'acquisition bien gérés, c'est pas trop cher. Sur l'acquisition, je suis pas très fort. Honnêtement, il faut demander à des gens. Vous savez quoi? Si vous avez besoin que quelqu'un vous mette en place des campagnes, vous donne du conseil et fasse un job initial de pré-marketing payant, allez voir nos amis de chez Germinal. Je crois que c'est germinal.io. Germinal, c'est des tueurs là-dessus. Ils sont très forts et ils vous aideront à trouver les bons canaux d'acquisition marketing. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à Guillaume de Growth Concierge qui nous a gentiment offert son aide et on n'hésitera pas à te solliciter pour nos boîtes quand elles auront besoin. Et aussi à Christophe Parco, CRO chez Solocal, qui m'a envoyé un mail hyper sympa aussi pour me proposer de l'aide sur les boîtes du portefeuille. Et vous êtes plusieurs à avoir fait ça. Et franchement, c'est un truc de malade parce qu'on va bientôt créer des groupes de discussion entre les boîtes du portefeuille sur des sujets clés. Et ça va être trop, trop mortel d'avoir des gens extérieurs comme ça qui vont pouvoir offrir leur regard et leur expertise et leur expérience aux entrepreneurs. Donc ça, c'est la folie. Quand penses-tu que les voitures autonomes arriveront en ville? 5, 10, 15 ans. Oi, 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 oi. Mais j'en ai aucune idée, moi. Je suis naze là-dessus. Les prédictions. Alors, il faut savoir qu'un bon investisseur, c'est pas quelqu'un qui sait prédire le futur, c'est quelqu'un qui sait voir le présent clairement. Voilà, donc je vais déjà essayer de me concentrer là-dessus et c'est suffisamment compliqué. Donc, si en plus je dois prédire le futur, on n'est vraiment pas dans la merde.
FD Kelo, pour un pitch deck, pour investisseurs, est-ce qu'on inclut dans l'équipe des gens qui bossent sur le projet mais restent en CDI ? Bien sûr, tu peux. Au contraire, toute personne de qualité dans ton équipe, tu devrais nous en parler. C'est important. Ça prouve ta capacité à recruter, à leader, à manager des gens de grande qualité autour de toi. Fonce. Attends, des gens en CDI qui ne viendront à 100% uniquement en cas de levée. Bien sûr, tu peux le faire, n'hésite pas. Voilà. Mais par contre, sois sûr de ton coup, sinon ça la fout mal quand même. Hein. J'ai une boîte tech et comme Captain Train à l'époque, on a le souci des 4 founders qui souhaitent prendre les décisions collégialement. Je suis pas sûr qu'on avait ce problème-là. D'abord chez Capitaine Train, on avait 3 personnes avec des caractères pas trempés, mais assez affirmés, mais qui se respectaient, qui avaient fixé des règles très 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 claires qui leur permettaient de se mettre d'accord. La seule décision qui a été difficile à prendre pour eux, c'est au moment où je pense Jean Daniel s'est dit il faut qu'on pousse. On a levé de l'argent avec des VC, il faut qu'on fasse un truc gros, et où Martin et Valentin se sont dit pourquoi faire un truc gros avec des VC. On peut très bien continuer comme ça sur notre lancée et prendre un chemin un peu plus, c'est pas tranquille le bon terme, mais probablement un peu plus raisonné. Il n'y avait pas de bonne réponse à cette question. Les 2 chemins étaient valides et valables, mais il fallait faire un choix. Et donc, ils en ont fait un qui était celui de lever de l'argent, de pousser un peu plus fort. Et puis, ça a donné la vente à Trendline dans de très bonnes conditions. Donc, c'était cool. Mais il n'y avait pas de problème de décision collégiale. Écoute, quand on est 4 cofondateurs, il faut accepter, mais même quand on est 2, de toute manière, dans une équipe de cofondateurs, il y a à un moment donné un dirigeant, un CEO. Moi, j'appelle les équipes de fondateurs des dictatures démocratiques. Dans le sens où on est ensemble, on se parle, tu as ton mot à dire, mais à un moment donné, il faut laisser un mec trancher, quoi. Et si vous ne faites pas confiance au CEO pour trancher sur les décisions, c'est que en fait, vous n'êtes pas une équipe avec suffisamment de cohésion. Et dans ce cas-là, il faut vous parler franchement, changer de CEO, vous séparer, parce que ça va partir en couille. This is Hello Jean, la forme. On peut proposer un projet média à Iliad free. Tu partages l'email de Xavier, merci. Alors, This is, le mail de Xavier, il est en clair partout sur les internets, mais partout. Les gens qui me demandent l'email de Xavier, je les renvoie vers Google parce que leur capacité à trouver l'email de Xavier sur Google, quand même, démontre le niveau 0,00001 de leur capacité à faire des choses. Donc Google, chercher, trouver, c'est facile. Voilà, Youssef, est-ce que tu penses qu'une crise éco peut donner un gros coup de frein à l'activité des VC et private equity ? Une crise économique, ce qui se passe comme toujours, c'est que ça réduit les liquidités. Réduction de liquidités veut dire que les VC et les PE vont avoir moins d'argent, et comme ils ont moins d'argent, eh bien, ils vont investir moins. Donc bien sûr, ça réduit un peu l'activité, mais écoute, les crises, ça a du bon dans le sens où ça permet à tout le monde de repenser ses fondamentaux, et je pense que c'est important dans cette période-là parce qu'on est poussé au pied du mur, et donc on réfléchit à la raison pour laquelle on fait les choses, dans quelle direction on les fait, et puis on se rend compte aussi que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et c'est important. Première chose, et deuxième chose, ça permet à tous de recommencer sur une ligne de départ qui est la même. Et donc la question, c'est comment allez-vous tirer votre épingle du jeu maintenant que on est tous confinés et qu'une grande partie d'entre nous va repartir de zéro, ou en tout cas d'un côté j'arrive pas à parler. Ou va repartir d'une base assez basse, quoi. Voilà. Est-ce que c'est plus compliqué de lancer une startup hardware ? Oh putain, il y en a un autre qui me remet un coup de hardware là. Oui, c'est dur le hardware, c'est dans le nom. Arrêtez tout. Non. Comme je vous le disais, hardware appliance type Nest, Netatmo & Co. Il y a probablement d'autres opportunités. Hardware consumer pur, oubliez les amis, oubliez, à la fin, c'est Apple qui gagne. Cricri, salut, tu vois quoi comme changement ? Et dis-moi, Cricri, est-ce que tu as joué dans Hélène et les garçons ? Allez, je réponds à la question. Salut, est-ce que tu vois comme changement dans les modes de consommation post-Covid, poursuite des modes de conso en confinement durablement ?
J'en ai aucune idée. J'aime pas faire de prédictions sur les modes de consommation. Je sais pas comment les gens vont se comporter. Ce qui est sûr, c'est que il y a des traumas évidents. L'enfermement va être un trauma évident et on va chercher à sortir plus. Euh, le confinement nous pousse dans nos retranchements. Certains vont exploser dans le mauvais sens, certains vont exploser dans le bon sens. C'est probablement un vecteur d'accélération et d'amplification de certains caractères à la hausse ou à la baisse, ce qui donne des choses magnifiques et ce qui donne aussi des drames atroces. Et on n'en parle pas beaucoup aux infos en ce moment, mais entre ceux qui sont en train de perdre des proches du Covid, et c'est quand même atroce parce qu'on n'en parle pas. Moi, je ne croise pas à des gens qui ont dit j'ai perdu quelqu'un de la grippe l'année dernière, même s'il y en a, hein. Mais le Covid, c'est quand même une saloperie. Entre ça, d'une part, et d'autre part, les drames familiaux qui sont en train de se passer en ce moment, moi, je comprends qu'on souhaite sortir du confinement le plus vite possible. Tadadam, à quand les boîtes de plus de 20 milliards en France? Écoute, dans 10 ans à peu près. Ça va mettre un peu de temps encore, mais on va y arriver, on lâche rien. Et on a des Français qui font des trucs bien. Datadog font un truc extraordinaire aux US. Voilà, le fondateur d'Anaplan fait aussi Frédéric Lanier, je crois, fait un truc incroyable aussi. En fait, des francophones font des trucs dingues. Ça serait bien qu'ils le fassent en Europe, mais on va y arriver. Il faut continuer de pousser. De toute manière, 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc il faut tenter sa chance. Quelqu'un me demande un Shazam de la télé qui rendrait les pubs cliquables. Écoute, Shazam le fait déjà en fait, via l'audio des pubs. C'est dans leur fonctionnalité, si tu regardes. Des apps B2C, Climate Change. J'en connais pas, mais je suis curieux de les voir. Ensuite, possible de lever auprès de Kima en seed sur un projet consumer avec une bêta privée sans utilisateur. Bah, sans utilisateur, non. Si tu as une bêta privée, il faut quand même que tu aies des utilisateurs et que tes utilisateurs ils kiffent ton produit et qu'ils l'utilisent tous les jours. Faut pas déconner quand même. Ma boîte a été sélectionnée par YC, mais ils prennent 7% alors que j'avais une grosse valo, ça vaut vraiment le coup. Si tu en parles à Screen, il va te dire que c'est un no-brainer. En fait, si tu en parles à tout le monde va te dire que c'est globalement un no-brainer. La question, c'est pas pourquoi est-ce que j'irai à YC, c'est pourquoi j'irai pas. Et tu verras que généralement, t'as tout. En fait, faut y aller, quoi. C'est là que sont les investisseurs. Ils ont un réseau de ports. On s'en fout de ta grosse valo. Tu vois, Screen, ils avaient élevé 2,5 millions en seed. Oui, la valo était déjà élevée. Et ben les 7% de YC, je peux te dire qu'ils les regrettent pas, hein. Ça a été game changer pour eux. Parmi les GAFA, dans quelle boîte aurais-tu préféré avoir investi? Apple, sans aucun doute. The Family, le nouveau YC. Il n'y a pas de nouveau YC, il y a des trucs différents. Et The Family, c'est un style à part entière. Ton meilleur conseil pour de l'acquisition scalable des commerçants, type boucherie, épicerie et tout? Et ce serait, s'il y avait plus de plateformes à la épicerie, ce serait super simple pour vous. Voilà, mais j'ai pas beaucoup de conseils à donner sur le sujet. Ensuite, que penses-tu d'eFounders? eFounders, ils sont très focus, très forts. J'ai beaucoup de respect pour Thibaut, Quentin, leurs équipes. Je trouve que c'est génial. On finance 100% de leur boîte et on continuera tant qu'ils existent. C'est vraiment de feu. Salut Jean, rejoindre le VC dans les prochains mois. Aussi compliqué que de lever des fonds pour un entrepreneur? Oui, non, je ne sais pas. Rejoindre des VC, c'est compliqué de manière générale, Nicolas. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est que tu trouves ton edge, ce qui te rend différent des autres et que tu lâches rien. C'est comme ça qu'on y arrive. Le VC, malheureusement, il y a peu de dispo. Donc, il faut faire la différence. Vous ne pouvez pas juste postuler comme un job classique, type conseil. Il faut trouver ce qui vous rend unique et arriver à communiquer là-dessus. C'est comme ça qu'on maximise les chances. Regardez un mec comme Harry Stebbings chez Stride.vc qui a son podcast 20 Minutes VC. C'est absolument brillant ce qu'il a réussi à réaliser et c'est une bête de travail. Des conseils pour convaincre une femme de devenir cofondatrice quand on est un homme. Alors non, ça je sais pas là, me demande MBCHT. Je vois pas pourquoi ce serait différent dans l'autre sens ou femme-femme ou homme-homme en fait.
je vois pas la différence. C'est quoi cette société immobilière au capital social de 426 394 euros? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, si, je sais de quoi tu parles, je suis con. Ok. C'est pas intéressant comme sujet. Mais si, en fait, allez, on en parle. C'est issu de la vente de Zenly, tout simplement. Voilà. Christo, histoire faite de la crise de 2008. Combien de startups sont restées sur le carreau? Je n'en ai aucune idée, mon ami. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Steve, B2C, Climate Change, il y a Electricity Map et plus largement tout ce que fait Tomorrow. Oui, et on a aussi ILEC dans notre portefeuille qui fait de l'énergie verte, qui déchire. Je vous invite à regarder. Quelqu'un me demande, dois-je faire YC si j'ai déjà fait un accélérateur? Pourquoi pas? YC, c'est comme Paris, c'est toujours une bonne idée. Kima est toujours dans Spot Angels, bien sûr. Avez-vous financé Got Wanted aux US? Oui. Et avait-il déjà des utilisateurs lors de leur levée? Non. Mais notre ami Jean est un repeat entrepreneur et c'est pour ça qu'on l'a financé. Dis donc, ça fait 1 heure qu'on est là, qu'on est live. Qu'est-ce que je vous raconte sur ce? Je vais vous mettre une petite musique que j'aime bien, qui est très 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 appropriée vu la période, vu que le titre c'est Upside Down. Et en attendant, ou pour terminer plutôt, je vous invite dans le cadre de groupement d'entrepreneurs d'utiliser une application qui s'appelle Whyse, WHYSE.co pour gérer des communautés, pour s'envoyer des Q&A qui sont automatiquement dispatchés en fonction de la pertinence des potentiels répondants. Voilà, et chez Kima, on met la gomme sur Whyse et on met la gomme aussi sur les hangouts de groupe, plus un petit wiki pour que nos entrepreneurs, comme Wikipédia, participent à des articles sur tous les sujets possibles et imaginables pour améliorer la connaissance commune de tout le portefeuille. C'était sympa de vous avoir une fois de plus en live sur Radio Château. Je vous dis, c'est pas sûr que je vous dise à demain parce que j'ai un autre engagement avec Eldorado, mais peut-être à après-demain. Voici un petit peu de musique pour vous. Salut, salut! Alors attends, Taro, de quoi tu me parles? Tu me parles de... c'est le mic du téléphone qui a repris le relais. Mais à quel moment il a repris le relais, le mic du téléphone d'ailleurs? Tiens, c'est une bonne question ça. C'est vrai que c'est parti en sucette là. Il a disparu. Et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est les aléas du direct. Je vous dis à tous, à bientôt. Salut, salut. Bye.